tous les 500 salariés de ProFCE, je les ai emmenés à Ibiza pour 3 jours. On a privatisé l'hôtel Ushuaïa, soirée à Ushuaïa, le lendemain Pacha. Bon là, évidemment, on s'est tous éclatés. C'était tellement intense que j'en ai perdu ma voix. C'est la première fois de ma vie, j'ai perdu ma voix. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas dire au taxi de m'emmener à l'aéroport. J'ai dû lui écrire. J'étais avec mes enfants qui avaient 12 et 13 ans. Je les ai fait participer à l'analyse. Et je leur ai dit, alors voilà, soit je vends la boîte à un gros industriel, et là je vais prendre pas mal d'argent, et je vais prendre un peu plus de temps, et puis après je pourrais faire autre chose. Soit je fais un deal avec un gros fonds anglais, qui va devenir ultra majoritaire de la boîte, et il va me donner les moyens d'internationaliser la boîte et d'aller beaucoup plus loin. Et là, mon fils du tac au tac, donc, qui avait 8 ans, et qui me dit, mais papa, je comprends pas, en fait tu vas devenir salarié. Tu as été entrepreneur toute ta vie, tu nous parles d'entrepreneuriat toute ta vie, et là tu vas devenir salarié pour un fonds, et tu vas prendre ton avion comme tu faisais à l'époque quand tu bossais pour une boîte américaine à 22 ans. Et là je le regarde, je dis bah ouais, t'as raison, c'est pas con. Donc ça a participé à ma décision, ça. Feuille blanche. Beaucoup d'entrepreneurs rêvent de vendre un jour leur entreprise, peu le regrettent, mais tous ont des aventures à partager. Pour vous éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux, vous en ferez d'autres, mais sûrement pas celles-là. En tout cas, toutes celles qu'on partage dans Cash Out, semaine après semaine. On a le plaisir de retrouver aujourd'hui Patrice Thierry. Ravi de t'avoir avec nous. J'en dis un mot plus spécifique dans quelques instants sur la boîte que tu as vendue. Mais avant ça, j'ai le plaisir d'annoncer Sacha Doliner, fondateur de Neumann et co-host éternel maintenant de Cash Out. Ravi de t'avoir avec nous. Salut Thomas, salut Patrice, bienvenue. Bonjour messieurs, merci de m'inviter. On va raconter ensemble la session de ta première boîte, ProWebCE, un groupe du CAC 40, Edenred. On va raconter ça comme toujours en musique, une musique que tu as choisie, il y en aura plusieurs. Celle-là pour nous parler de toi. On l'a déjà entendu dans Cash Out, à ton avis. C'est une musique d'entrepreneur, ça. On envoie. Survivor, Eyes of the Tiger, Rocky 3, 4, 5. Principalement Rocky 3. Hein. Tu peux faire la Corée. Bah ouais, on y va. Ça annonce une vie rock'n'roll. Ouais, une vie de boxeur, une vie de compétiteur. Une vie d'entrepreneur. Une vie d'entrepreneur, c'est ça. Moi, je compare souvent cette vie d'entrepreneur à une vie de grand sportif, de grand champion, puisqu'en fait, le taux de chance de réussir, il est quasiment aussi faible que de devenir un grand champion de boxe ou de foot ou de tennis ou de n'importe quel autre sport. Et ça demande une discipline et une préparation et un mental relativement fort. Alors, on ne devient pas un champion sans travailler. Sans travailler et sans une discipline. Ouais. C'est surtout ça aussi le sujet, la discipline et la motivation. Eh ben, on va essayer de creuser ce qu'a fait la rigueur, la discipline de ton aventure entrepreneuriale avec ProWebCE, qui était qu'une première aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, tu diriges, tu as fondé Tomcat Capital. On va avoir le plaisir de raconter tout ça toujours en musique, mais donc on va commencer à raconter l'histoire juste après ce son. Yeah. Bon, évidemment, tout le monde la connaît, encore plus les auditeurs de Cash Out, donc je m'arrête là pour rentrer dans le détail de ProWebCE. Alors ProWebCE, c'est une boîte, je le disais, que tu as vendue à Edenred. Je peux partager le montant, je crois qu'il est public, un peu plus de 300 millions d'euros. Je vous rassure, hein, j'avais pas 100% de la société. Hein. J'ai été dilué très très vite et massivement. Bon, et puis on fait pas de lien avec l'attaque Zuckman, c'est pas l'objet tout de suite. Mais cette aventure, elle va se céder un jour de quelle année ? Alors j'ai créé ProWebCE en 2000, je l'ai cédé en 2017 avec un dernier paiement en avril 2018. Okay, donc la vraie fin de l'aventure, la fin de mon actionnariat de ma start-up, c'était avril 2018.
Eh ben, on va raconter ses 8 ans et même après. 18 ans. 17 ans, 18 ans. 18 ans. Pardon. 2000. 2000. Ouais. Je suis pas tout jeune. Hein. Être un peu meilleur en maths. Hein. J'ai du travail. C'est long de créer de la valeur. C'est long et alors, parfois on donne le sentiment quand tu vois des vidéos sur YouTube que ça se fait en un claquement de doigts. On en parlait avant. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, souvent plus qui plantent que d'autres qui vont au bout avec une session. Et que parfois, c'est les mêmes entrepreneurs à 2 semaines près. Absolument. Non, mais c'est pour ça que, si tu veux, avant, je voulais faire un petit disclaimer quand même, parce que quand on parle d'argent, c'est toujours un sujet qui peut faire fantasmer ou qui peut faire rêver. Mais moi, j'ai jamais, en tout cas, j'ai pas voulu être entrepreneur pour devenir riche. Quand je vois maintenant effectivement des podcasts, des Instagram, des TikTok de soi-disant entrepreneurs ou de soi-disant stars de la motivation qui expliquent en 30 secondes comment tu vas devenir riche si tu t'abonnes à mon Insta ou à mon TikTok. Tu vois, moi j'ai un peu de mal avec ça et je pense que tous les grands entrepreneurs qui ont réussi l'ont jamais fait pour devenir riche. Moi, c'était pas le sujet. Moi, ce qui vraiment me motivait, c'était Eye of the Tiger. C'était en fait travailler très dur sur un projet pour me prouver à moi-même que je pouvais non seulement me dépasser personnellement, mais que je pouvais aussi réaliser quelque chose d'assez incroyable. Donc, ce qu'on peut appeler un succès, et surtout un succès collectif. Et donc, ça n'a jamais été l'argent qui m'a drivé. Ce qui m'a drivé, moi, c'est de créer un succès collectif dans le temps, avec tout ce que ça comporte, la discipline, le travail, etc. Et si l'unique motivation est de devenir riche, ça peut être long, 17 ans. Ouais, ça peut être long. Pour aller trouver les ressources. Et puis je pense que ça fonctionne pas. Ouais. Je pense que ça fonctionne pas en fait, parce que c'est pas ça le sujet. Les gens qui veulent devenir riches, en fait, généralement, ils passent de projet en projet, parce qu'en fait, ils se fatiguent vite. Vision court terme. Je veux être riche, donc je tente ça. Bon ça marche pas, je tente autre chose. Après, je refais encore autre chose. Alors que si au contraire, le sujet, c'est le projet et la réussite et d'aller au bout d'un projet où tu veux aller le plus loin possible pour aller justement vers ce succès collectif et créer quelque chose que tu pensais toi-même inimaginable, là, tu t'arrêtes pas et c'est pas un sujet d'argent. C'est pour ça que le taux de chance d'y arriver est beaucoup plus élevé, à mon avis, à mon sens. Bien dit. On va parler du jour J. On va commencer par là. Pour ceux qui nous découvrent, Cash Out, on raconte l'histoire pas forcément de manière chronologique. Il y a vraiment un moment fort pour l'entrepreneur, surtout après 17 ans, mais globalement, je pense, quel que soit le nombre d'années. Mais c'est vrai que plus il y en a, plus ça doit marquer quelque chose. C'est le jour où on signe la cession de sa boîte, souvent dans une grande salle, souvent entouré de beaucoup d'avocats. Absolument. Selon la date, avec ça plus dépend ou moins du montant de papier. aussi. Hein. Et ce moment-là, tu as décidé de le raconter avec My Way de Sinatra. Oui. Donc j'envoie la musique, magnifique. mais tu peux expliquer Frank. pourquoi. And now the end is near, and so I face the final curtain. J'aurais adoré être un chanteur, mais je chante comme une casserole. I'll say it clear. Thomas, son truc, c'est la danse. T'as pas eu assez de discipline pour devenir un grand chanteur. Non, je crois que j'ai vraiment un problème technique. A life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. Très peu de regrets en fait. Non, en fait, moi, ce que j'adore dans les paroles de cette chanson, c'est que c'est en fait le bilan d'une vie. En fait, quand tu écoutes les paroles. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est la différence avec les paroles de la version française, qui n'ont rien à voir. La version française, les paroles, c'est plutôt
un garçon ou un homme un peu perdu, un peu loser, qui a des problèmes dans sa vie sentimentale, comme d'habitude, ouais. Alors que là, dans la version US de Frank Sinatra, c'est vraiment le bilan d'une vie d'un homme qui a pris beaucoup de risques et surtout qui a fait les choses comme il voulait les faire et qui a été jusqu'au bout de son histoire. Et on parlait encore tout à l'heure de la différence entre faire quelque chose pour l'argent ou pour le projet. Tu sens dans ses paroles que lui, l'argent, c'est pas le sujet, c'est le projet de sa vie, de faire ce qu'il voulait de sa vie, d'aller jusqu'au bout de ses idées et qu'il regrette rien. Et je trouve que c'est très motivant et magnifique. Et je m'en suis souvent je faisais des joggings dans le bois de Boulogne à l'époque où je pouvais encore courir et dans les moments les plus durs de Pro FCE. Et j'écoutais cette chanson 2 à 3 fois par tour du lac. Parce que justement, ça me remotivait beaucoup d'écouter ces paroles. C'est vrai, parce qu'on pourrait imaginer une musique avec beaucoup de BPM et en fait, une parole profonde, ça peut t'embarquer au moins autant. Bah, il y a Eye of the Tiger, puis ça c'est profond. Eye of the Tiger, c'est surface, ça c'est profond. Alors, si t'enchaînes les deux, le problème, c'est que ça casse un peu ton rythme. A priori. Ouais, mais je courais pas vite. Donc, de toute façon, ça allait. Donc tu ne regrettes rien, ni le bien, ni le mal, ni le matin. Si le mal, tu peux le regretter quand même. ni en tout cas le matin où tu pars signer. Et je veux bien que tu nous partages, mais vraiment presque de manière cinématographique. Tu te réveilles comment ce jour-là ? Alors, déjà, je me suis réveillé 3 jours de suite. Parce que comme souvent dans ces deals, surtout des gros deals comme ça, comme tu le disais, on s'est retrouvés dans une grande salle de réunion et ça a duré, la négociation, elle a duré à peu près 9 mois. Hein. Avant d'en arriver là. Avant d'en arriver à la signature. Et le jour de la signature, on se retrouve avec, dans cette grande salle de réunion, en bas des Champs-Élysées, d'un grand cabinet d'avocats. On est une douzaine, quinzaine autour de la table et il reste quand même encore soi-disant 1 ou 1,5 petits sujets à régler. Et on arrive... Et à ce moment-là, des petits sujets n'en sont pas. Exactement. Et donc on arrive, il est je sais plus, il doit être 15-16 heures. Et en fait, comme tu dis, le petit sujet, c'est pas un petit sujet. Et donc 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. Et on n'a toujours pas réglé le dernier point. Et donc l'avocat d'Edenred gentiment nous dit allez dîner en bas, on essaye de terminer, revenez et puis on signe après le dîner. Pause. Ouais. Pause. Vas-y. Patrice, c'est quoi le petit sujet en question ? On aime bien le comprendre, tu vois, ces micro-points qui en fait vont poser des vraies questions, qui en fait vont mettre des heures et des heures à se discuter. Ouais. On parle de quoi là ? Honnêtement, tu sais même plus. Je m'en souviens plus. Il y avait 900 pages. C'était un contrat de 900 pages et je vais vous raconter la signature après. Donc sur 900 pages, honnêtement, je m'en souviens pas et ça me rendait assez fou. Et d'ailleurs, je crois que j'étais un peu dur avec l'avocat qui se reconnaîtra. D'ailleurs, il me l'a dit. C'est un peu dur avec moi, je trouve, monsieur. Je dis oui, je sais, mais là, tu peux comprendre, j'en peux plus. Et donc, on va dîner en bas. On remonte à 23h. On voit bien dans les têtes, sur les têtes des avocats que le sujet, il n'est pas réglé. Donc j'avais laissé mon avocate aussi là-haut et donc on se remet à discuter. Est-ce que tu te dis est-ce que j'ai pris les bons avocats pour négocier ce genre de choses ? Enfin, c'est des questions qui se posent. Bonne question, mais non, moi non, parce qu'en fait mon avocate, ma chère Charlotte, qui se reconnaîtra, qui je passe le bonjour, je bossais avec elle depuis 2006. Et donc j'avais fait toutes mes acquisitions avec elle, j'ai fait mon IPO avec elle. J'ai fait mon LBO avec elle, et donc ça faisait 12 ans qu'on bossait ensemble, et on avait tout réussi ensemble. Donc confiance totale. Donc non, c'était juste un sujet comme ce que j'appelle moi la machine à facturer. C'est-à-dire que les avocats, au bout d'un moment, quand ils voient que le deal se termine et qu'ils se disent bon, en fait, on avait budgété peut-être de faire 300, 400, 500 000 euros de fees sur ce dossier. Bon, je suis un peu méchant en disant ça, mais on n'est pas loin de la vérité. Ouais. Et moi, je suis même sûr qu'ils apprennent ça à l'école d'avocat, à rallonger, et c'est de bonne guerre, à rallonger les délais. C'est des cours du soir, du coup. Ouais, c'est des cours du soir en confidentiel. Ils signent des lettres de confidentialité. Mais c'est de bonne guerre, voilà. Et donc, et avec l'IA, malheureusement, ils vont avoir un peu plus de problèmes à faire ça. Mais bon, bref. Donc, je monte et je vois que ça se règle pas. Donc, on discute. Je me souviens vraiment pas du sujet. Hein. Et minuit et demi, on se dit, bon, allez, c'est fini, on va se coucher, on revient demain. Bon.
Et là, je veux dire, l'avantage, quand ça fait 17 ans que tu es entrepreneur, globalement, comme tu le sais, comme vous le savez, tu as un peu tout vu, quoi. Tu as vu les situations les pires. Et donc, en fait, tu vois, je pense que mon niveau cardiaque Vraiment. a bougé, mais de zéro, quoi. Mais de zéro, ça m'a rien fait. J'étais un petit peu énervé, mais je me suis dit, non, ok, karma, destin, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, de toute façon... En 17 ans, t'apprends à dormir la nuit, quoi. Ouais, et puis alors moi, ça c'est une de mes grandes chances, c'est grâce à ma mère, et je pense que ça fait partie des 100 qualités de l'entrepreneur qui réussit. De gérer son sommeil. C'est pas de gérer, je pense que souvent, alors gérer si tu n'y arrives pas, mais moi j'ai eu de la chance avec ma mère, ça me vient de ma mère, dès qu'elle est allongée, elle dort, et moi c'est pareil. Tu me mets là, maintenant, tu m'allonges maintenant, en 3 minutes je suis endormi. Ok, on fait un test. N'importe On fait un test. Je C'est un peu chiant pour les auditeurs. N'importe quelle heure de la journée et n'importe quel problème, je dors. T'es dit Ah, qu'il mais- fallait qu'on installe un divan. mais moi, j'étais persuadé que j'allais ressortir de cet épisode avec un titre pour enfin arriver à dormir en 3 minutes. Pas du tout. Non, c'est génétique. Ah, purée. Laisse tomber. Et Non, on n'est donc, pas toujours tous égaux. Hein. voilà, sur certaines choses. Donc Ouais. voilà, donc je rentre. Je crois que je rentre chez moi, j'en parle même pas. Je vais me coucher, je dors. Et on se donne rendez-vous chez les mêmes avocats, avec les mêmes équipes, le lendemain. Et j'avais aussi, d'ailleurs, j'avais mes actionnaires de mon LBO. Donc j'avais quand même Edrip, Edmond Rothschild Investment Ouais. Partners. J'avais Iris Capital, qui de mémoire avaient eux-mêmes leurs avocats aussi. Il y avait les avocats d'Edenred et il y avait les miens. Okay, donc quand même 3 teams d'avocats, 900 pages à nouveau. On y retourne l'après-midi. Ouais, vas-y. Non, mais moi, en fait, parce qu'on pourrait des fois faire juste 3 heures, juste sur ce seul jour-là. Et je sais qu'on a plein de sujets abordés, donc à un moment, je vais accélérer, mais je reste sur ce moment où tu rentres chez toi et tu dis rien. Mais autour de toi, on savait que c'était quand même un jour particulier, ou même ça, t'avais... Non, alors sur ce sujet-là, le sujet de la vente, j'avais été quand même... non, d'habitude, je fais partie des entrepreneurs un peu américanisés qui parlent beaucoup et qui expriment leurs plans, leurs Facilement, visions, leurs ambitions facilement. Mais sur le sujet de la vente, c'était tellement complexe, il y avait tellement de sujets de confidentialité aussi et tout, que non, j'en parlais pas beaucoup. Et donc, et puis je voulais pas stresser non plus les autres, parce que moi je sais que je suis une machine à gérer le stress et j'ai zéro problème, mais je voulais pas générer du stress autour de moi. Ouais. Donc je préférais attendre que ça soit terminé. Et ça n'a rien de superstitieux, Ok. c'est juste je voulais protéger les gens autour de moi. Et donc non, je vais me coucher tranquille, tout va bien. Le lendemain matin, petit déjeuner, tout, je vais au bureau. Et je crois qu'on s'était donné rendez-vous pareil, genre 15h ou 16h. Et donc j'avais mon banquier d'affaires aussi, d'ailleurs. Il y avait aussi le banquier d'affaires qui n'était pas toi encore, Sacha, parce que tu n'avais pas encore créé ta boîte. C'était Lincoln, Ludovic Rodier. Je ne sais pas si tu le connais, Non. Lincoln International. Ouais, oui, mais Ludovic Rodier, non. Ok. Et d'ailleurs, qui était superbe, parce que lui non plus, il mettait aucune pression. D'ailleurs, il me disait, bon, bah, écoute, de toute façon, si on fait pas le deal avec eux, Ce sera un autre. ce sera un autre. Tu sais très bien qu'on en a d'autres qui attendent à côté. Et c'est pour ça aussi que j'étais relativement détendu. On parlera après des options que tu avais à ce Voilà. moment-là. Et donc, j'y retourne. Et là, on a des discussions encore un peu tendues de mémoire. Et toujours sur le même sujet. Toujours sur le même sujet. Mais je crois qu'il n'y en avait pas qu'un. Il y en avait un ou deux. C'est pour ça que j'ai dit un et demi. Et finalement, et je crois que j'ai fait la photo, il faudrait que je la retrouve, je crois que on a fait des photos, évidemment, on a fait des photos sur la signature. On signe on sort les stylos pour signer à minuit. Sauf qu'à l'époque, donc 2018, je ne sais pas pourquoi, on n'était pas encore en DocuSign, 900 pages. Il fallait un exemplaire pour Edenred, un exemplaire pour moi, un exemplaire pour tout un tas d'autres personnes, donc Rothschild, Iris Capital, etc. Donc il y avait à peu près 6000 pages Il faut toutes les à parapher. voilà, toutes les parapher et toutes les signer. Et on était, je sais plus, on était 8 à parapher et à signer. Donc je crois qu'on a commencé la signature à minuit moins 5 et on l'a terminée à 1h15 du matin. Et moi, j'avais le poignet, mais en Ah, mais feu. enfin, je vois très bien. 1h15 de paraphe et de signature. Et à 1h, je crois que c'est ça. Et je en retrouve. vrai- 3 jours. et- Donc 3 jours en fait. Donc c'est étalé sur 3 jours. Ça s'est allé sur. Voilà, exactement, parce que ça s'est terminé le 3e Oh. jour à 1h du matin. On n'a jamais fait l'exercice de comparer le premier paraphe
Le dernier paragraphe. Bah, c'est une Ou croix, des c'est une croix. Ou alors tu deviens médecin. C'est une barre. à peu T'as près intérêt de pareil. toute façon à ce que ton paraphe ça soit une croix, hein. C'est plus simple. Donc j'imagine que sorti de là, à 1h et quelques, tu vas pas non plus t'éterniser jusqu'au bout de la nuit ou à un moment, partie pour partie, vous sortez de là et vous fêtez ça comme il se doit. Alors, j'ai pas fêté ça ce soir-là, puisque c'était, de mémoire, c'était en avril ou mai, ouais, je crois. Et j'avais préparé une énorme semaine de fête à Saint-Tropez. Pour moi, mes proches et ma team ProFCE proche. Ouais. En sachant qu'après, on a fait un séminaire et une fête pour tous les salariés de ProFCE. Donc, on était 500 à l'époque. Et on a fait quasiment 3 jours à Ibiza, tous ensemble. Tu Sympa. tu sais faire la fête. Ouais. Ça, c'était bien organisé, bien structuré, comme ProFCE d'ailleurs. Ouais. C'est une histoire de discipline la fête, c'est Voilà, pareil. c'est pareil, exactement. Si on fait un gros flashback, parce qu'après on va rentrer dans le détail des négos, mais ce qui va intéresser beaucoup de gens aussi, c'est de comprendre ce que tu as créé en 17 ans, peut-être ce qui a marché, peut-être les moments un peu charnières, c'est aussi le moment là où des années après, tu peux partager des choses que tu ne peux pas toujours partager quand tu es à la tête de la boîte, donc il y a peut-être des anecdotes qui vont te revenir de moments un peu clés ou étonnants. Et puis ensuite, on rentrera dans les négos. Donc, pour parler de ce moment, des débuts de l'aventure, ce que tu as construit, on part avec U2, With or Without You. Ça veut dire quoi, With or Without You? Je te demande pas la traduction littérale. J'ai compris. Donc moi, ce groupe U2, il est très très important pour moi et je me sens très très proche d'eux parce que déjà, c'est des Irlandais. Et donc les Irlandais, ça fait partie des premières populations qui sont arrivées aux États-Unis. Et j'ai une proximité, j'ai une intellectuel, passion. filial. Ouais, intellectuel, émotionnel, ouais, très forte avec les États-Unis. J'adore ce que représentent les États-Unis. Et donc les Irlandais qui sont quand même à la base de la construction de ce pays, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, Bono est un adorateur des États-Unis aussi. Et il en parle souvent. Et ils ont fait énormément de spectacles aux États-Unis, à travers tous les États-Unis. Pas que dans les grandes villes côtières. Et donc, j'ai toujours été très proche de ce groupe. With or Without You, je crois que c'est 1988-89, quand j'arrive aux États-Unis, justement, à Boston. Et Boston, c'est quand même le berceau des Irlandais. Ils sont arrivés là, Mayflower, avec les Anglais évidemment. Et donc, je me suis toujours senti très proche d'eux. Et With or Without You, les paroles, pareil, c'est quand même des paroles un peu de guerrier, hein. C'est des paroles de compétiteurs. Gérer quoi qu'il arrive, ouais. Gérer quoi qu'il arrive, on se débrouillera, on y arrivera. Donc pas d'excuses. Et on est là pour avancer. Et donc ces paroles sont très très motivantes. Et surtout moi qui avais quitté ma famille, la France à 17 ans, je me trouve with or without you, quoi. Voilà, je suis tout seul. J'arrive à Boston tout seul. Et puis à l'époque, vous le savez, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'email. Donc j'avais aucun contact avec ma famille, avec mes copains. Il fallait que j'aille dans ce qu'on appelle les cabines téléphoniques à l'époque, sauf que ça coûtait une fortune. Et donc j'appelais pas beaucoup à la maison, quoi. Donc je me suis senti un peu, et j'adorais vivre ça, me sentir un peu comme un Irlandais qui arrivait aux US. Ellis Island. Ouais, Ellis Island à New York. T'arrives pas à 17 ans aux États-Unis avec l'idée de je crée ProFCE. Qu'est-ce qui va faire le déclic? À quel moment de ta vie et sur quel projet? Alors moi, je me rappelle très bien, mais j'ai découvert ça, c'était déjà bien lancé. Je pense que j'ai dû découvrir ça en 2012, 2015, quelque chose comme ça. C'est déjà une belle boîte. Mais le projet de départ, est-ce que c'est exactement celui qu'on a connu quelques années plus tard, ou comme beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises? J'ai pivoté. Ouais. D'ailleurs, tous les entrepreneurs que j'accompagne depuis une
une quinzaine d'années que je suis Business Angel et depuis 4 ans à la Tomcat, je leur dis toujours, si vous n'avez pas pivoté, en tout cas pivoter est un très bon signe. Parce que forcément, on n'a pas la superbe idée au démarrage. Et en fait, la bonne idée, on la capte au contact des clients et en parlant à un maximum de prospects. Donc non, l'idée de départ, rien à voir. L'idée de départ, ça s'appelait IamAmember.com. Déjà Le sur le pitch, nom. c'était quoi? Ouais, le pitch, on s'est un peu trompé sur la marque et d'ailleurs on s'est trompé sur le business aussi. Mais c'est que le projet de départ, en fait, c'était de faire un site de vente privée. Mais avant vente privée, c'est-à-dire en 2000. Et à l'époque, vous vous souvenez, les connexions Internet étaient très lentes. Et donc de mettre une dizaine de sweatshirts et de t-shirts sur une page, je pouvais mettre 3-4 minutes à apparaître. Et par contre, les visiteurs pouvaient mettre 2 secondes à partir. Ouais, 2 secondes à partir. Et puis surtout, ils ne voulaient pas mettre leur carte de crédit. Donc j'ai pivoté à peu près 18 mois après avoir créé ce premier concept. Et après ce pivot, c'est déjà ProWebCE. Ouais, c'est ProWebCE. Alors ProWebCE, c'est venu en fait, comme je disais, au contact des clients. Et puis d'une vieille histoire de Babson, justement. Là, c'était pas... Ouais, si, j'avais 17 ou 18 ans. Où je me suis souvenu de cet entrepreneur charismatique, incroyable, mais qui n'était pas connu à l'époque, qui maintenant est très connu parce qu'il est passé numéro 1 mondial en termes de richesse il y a 3 semaines, quand le cours de Le bourse... patron de Nvidia. Non. Non? Quand le cours de bourse de sa boîte a pris 30% il y a 2 semaines. Mais c'est lié au Hyperscaler et à Nvidia. Ok. Comment il s'appelle? Vas-y, aide-nous. Et il est pas jeune, hein. Oui. Il est même bien botoxé. Ouais, exactement. Je le perds là. Oracle. Ouais, Oracle. Larry Ellison. Donc Larry Ellison, il est venu sur le campus en 1990, je crois. La boîte Oracle avait à peine 10 ans. Évidemment, il était inconnu. Et je crois qu'on était une trentaine à l'écouter. Je faisais partie des 30. Et je me souviens que j'avais été marqué par plein de phrases qu'il avait dit, mais notamment, il nous a dit, voilà, le logiciel, c'est un truc génial parce que c'est récurrent. Donc, vous le facturez de manière annuelle à vos clients. Deuxièmement, vos clients vont vous payer pour améliorer votre logiciel. Donc, ils vous payent pour construire votre logiciel. Et troisièmement, vous êtes indéboulonnable. C'est sticky. Donc, c'est la première fois que j'ai entendu le mot sticky. Je crois qu'en France, je l'ai entendu après en 2000, pour la deuxième fois en 2005 ou 2006, 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard. Donc, sticky, récurrent et du développement et de l'amélioration en R&D payé par le client. Ouais. Et j'avais 17-18 ans, mais je me suis dit, ça make sense. C'est vraiment intelligent. Ça, je ne comprenais pas tout, mais je me suis dit, c'est vraiment intelligent. En tout cas, ça commence à prendre forme à ce moment-là de ta vie où tu repenses à tous ces conseils. Ouais, à ce moment du pivot. Et donc, tu vois, le pivot, c'était 2002. Et donc, on va dire 1990. Donc c'était 12 ans plus tard. Et 12 ans plus tard, ça revient dans ma tête. Et en parallèle, j'étais face à j'avais des prospects qui s'appelaient des comités d'entreprise et des DRH. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ils avaient un vrai projet, ou en tout cas une vraie demande, qui était de digitaliser toute leur offre auprès des salariés, donc ce qu'on appelle les employee benefits. Et donc de digitaliser tout ça. Et en 2002, c'était le tout début de la digitalisation. Donc c'est là que l'idée de Oracle m'est revenue en tête. Je me suis dit, mais en fait, on peut être le petit Oracle pour les comités d'entreprise et les DRH en France. Et donc, sans aucune compétence tech, puisque je suis pure école de commerce, j'ai eu l'idée, je me dis, tiens, je vais devenir le tout petit Larry Ellison de France, et je vous confirme, je suis le tout petit Larry Ellison de France. C'est déjà pas mal. Et tu n'as aucune compétence tech. Je pense que c'est plutôt des entrepreneurs déjà bien avancés qui nous écoutent, mais pour ceux qui se lancent, tu n'as pas la compétence, c'est simplement aller la chercher. J'ai été la chercher, mais c'est pour ça que je disais en préambule que je me suis beaucoup dilué. C'est qu'évidemment, j'ai perdu beaucoup de temps pour trouver une équipe, mon CTO, et une équipe tech sérieuse et solide. Et donc, j'ai embauché, débauché. Et donc, j'ai perdu encore 2 ans. Ce qui fait que la version bêta de mon produit, qui est devenu ProWebCE, elle est réellement sortie en début 2004.
Donc, c'est-à-dire que j'ai ramé pendant 4 ans avec un premier modèle où j'ai brûlé, à l'époque c'était des francs, mais j'ai brûlé 5-6 millions de francs. Et ensuite, un deuxième modèle qui a mis 2 ans à sortir une version bêta. Donc on peut en parler, tu vas me poser les questions, mais je te confirme que j'étais très 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 mal financièrement et tout le reste. Donc ProWebCE, tu vas d'abord digitaliser les services proposés par les CE en interne dans leur entreprise. Puis après, ça va évoluer encore, si je dis pas de bêtises. Alors là, je fais marcher ma mémoire. Bravo. Je vais faire comme si j'avais pas trop préparé cette émission. Ouais. Mais ensuite, tu as permis à tout un chacun, n'importe quelle boîte, d'avoir accès en fait à un comité d'entreprise grâce à ProWebCE sans avoir toute l'infrastructure que tu peux avoir dans un grand groupe notamment. Ouais, en fait, non, nous, on est resté quand même très focalisé sur les entreprises qui avaient un CE. Donc, c'est-à-dire toutes les entreprises de 50, à partir de 50 salariés, jusqu'aux CE aux entreprises du CAC 40. Ok, donc ma mémoire est complètement passée. Ouais. On n'est pas rentré. Non, ça, ouais. c'est mes amis. Là, tu parles de mes amis ex-Novalto, Ouais, qui maintenant s'appellent WeSmile, ouais. qui, eux, avaient choisi ce créneau. Ils sont toujours sur ce créneau, d'ailleurs, de faire, en fait, de faire le ProWebCE pour les plus petites boîtes. Pour les plus petites boîtes. Et donc, le ProWebCE Et alors, des plus petites boîtes moralité à la s'appelle fin, Novalto, sans ok. aucune arrogance. Bonjour à Sylvain et Brice qui m'écoutent. Mais Jérôme. c'est intéressant de voir 2 trajectoires de boîtes sur une promesse qui peut être la même, mais avec 2 publics qui ne sont pas les mêmes, et de voir les trajectoires de boîtes. Je suis curieux d'avoir ton regard des années après. Ouais, alors moi j'ai choisi ce marché des CE parce que je trouvais que c'était déjà des personnes très engagées, puisque c'est des élus, donc ils sont élus par leur pairs, et donc c'est généralement et en tout cas moi j'ai adoré travailler avec les élus de CE parce que ils sont, comme je le dis, hyper engagés. Ils essayent toujours de trouver des avantages et des solutions pour les salariés, donc ils participent en fait, c'était précurseur du fameux aussi work-life balance et de comment faire en sorte que des salariés se trouvent engagés, se trouvent bien dans l'entreprise. Donc, c'est apporter des benefits et du work-life balance. Donc, c'est une idée géniale, moi, je trouve, l'idée des CE. Et comme quoi, tu vois, en France, on a quand même des super idées. On a toujours eu des super idées. Et donc, en fait, c'est en partie pour ça que je suis rentré sur ce marché. Parce que j'ai trouvé que travailler avec des gens comme ça, c'était... Et d'ailleurs, ils étaient novateurs. Ils étaient déjà novateurs à l'époque. Ils étaient prêts à prendre le risque de bosser avec une start-up. En 2002, 2003, 2004, il n'y avait aucun grand groupe qui était prêt à signer... on disait pas start-up. On disait pas start-up. Il n'y avait pas de grand groupe qui était prêt à signer un bon de commande de 50 000 € avec une boîte qui était interdit bancaire il y a 2 semaines et qui avait 10 salariés à l'époque. Mais les CE, ouais. Comment ? Mais les CE, ouais. Les CE, ouais, exactement. En tout cas, les élus de CE, parce que les Bien CE, sûr, c'est l'entité. C'est eux qui décidaient. C'est eux qui décident. Ouais. Et ça, je trouve que c'était un plaisir vraiment de bosser. Et alors, le choix des boîtes de plus de 50 versus adresser à n'importe quel type de boîte qui n'a pas de CE? En fait, parce que moi, je voulais justement... je suis tombé un peu... amoureux de cette typologie de personnes, de ce métier, des élus de CE. Et donc, par définition, dans une boîte qui a moins de 50, il n'y a pas d'élus de CE. Et moi, en fait, comme j'ai adoré travailler avec ces gens-là dès le début, dès le premier contact, je me souviens de mes premiers clients. Je me souviens parce qu'on a signé, je sais pas, à la fin, on avait 10 000 comités d'entreprise clients, des millions de salariés qui se connectaient sur nos applis pour utiliser leurs avantages. Et donc, entre le début et la fin, je me souviens plus, mais je me souviens très bien de mes tout premiers clients, c'est-à-dire il y a 23 ans. Et j'avais vraiment beaucoup de plaisir à bosser avec eux pour les sujets que j'ai évoqués, mais parce que aussi, je les trouvais très intéressés par le concept de travailler sur l'innovation. Et ils étaient très demandeurs, ils avaient conscience que le monde du travail et ce qu'on appelle le future of work aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque, ce terme n'existait pas, ils avaient confiance que le future of work allait changer beaucoup de choses. Et ils voulaient y participer, et donc ils m'ont fait confiance, et ensuite ils ont fait confiance à ProWebCE, et on a grandi ensemble. Alors après, je m'attendais à une réponse vraiment orientée moins sur la relation que tu avais avec tes clients et qui est clé.
et qui explique aussi Ça le peut être succès. important dans Faut le succès aimer, d'une boîte. faut aimer ses clients. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu aurais très bien pu dire, on a fait les CE, on a la techno, on a potentiellement accès à des offres, on va l'ouvrir à des plus petites boîtes qui n'ont pas de CE. Ça n'a pas été ton choix et Je suis d'accord j'aurais avec été toi. curieux de savoir pourquoi. Je pense pas que ce soit un non-choix. Donc pourquoi Non, je suis ce choix d'accord de avec pas y toi. aller? Je suis d'accord avec toi. Et donc, en fait, on a tous nos limites sur l'ambition et sur notre capacité de travail à prendre des risques. Donc, tu vois, moi, un de mes jobs à la Tomcat maintenant et avec tous les jeunes entrepreneurs que j'accompagne et dans lesquels j'investis, c'est de pousser leur niveau d'ambition et leur capacité à prendre des risques. Et donc là, pour répondre à ta question, j'ai juste manqué d'ambition. Ok. Et en fait, si tu veux, c'est très simple. Pour me moquer de moi-même un petit peu, souvent j'utilise l'exemple suivant, c'est que en 2002, on a sorti notre premier CMS. Donc aujourd'hui, personne ne parle de CMS, mais voilà. Donc le Content Management Software, on l'a sorti en 2002-2003, la première version bêta. À la même époque, sortait aux États-Unis le CMS le plus connu au monde qui s'appelle WordPress. Okay, même époque. Hein. Sauf que les fondateurs de WordPress, eux, ils ont choisi comme marché toutes les industries de tous les pays du monde. Moi, j'ai choisi pour mon CMS le marché France et limité au comité d'entreprise. donc voilà, j'ai fait peut-être l'erreur de trop me focaliser et sur le marché national et sur un seul segment de marché. Et c'est peut-être un manque d'ambition. Et mais en tout cas, ça m'a permis de dérisquer. Ça m'a permis d'être très focalisé et de faire quand même un succès qui, en tout cas en France, est pas tout à fait ou pas souvent égalé. Tu as mathématiquement augmenté tes chances de réussir. Ouais, c'est la manière positive de voir le truc. J'ai dérisqué. Mais alors après, on dit il n'y a pas de regret. J'aurais bien aimé être WordPress aussi, ou Shopify, parce que Shopify, c'est encore venu après. Hein. Mais bon, voilà, chacun son histoire. Si on repartage ces moments avant d'entrer sur toute la phase où il va y avoir plusieurs options, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre de vente, les moments un peu clés, tu l'as dit tout à l'heure, des fois on était peut-être à 2 semaines de planter, qui est une autre sortie possible pour un entrepreneur, qui est moins sympa, mais qui est possible, mais qui arrive plus souvent, ou des moments, vraiment ces trucs, ces anecdotes que tu te partages en off d'entrepreneur à entrepreneur ou à la famille, mais que tu peux pas raconter à un micro au moment où tu es à la tête de Pro Web CE. T'en as peut-être 2-3 comme ça, on en a tous. Ouais, bah pour aller très vite, les 5 premières années de I Am a Member / Pro Web CE, c'est quand même l'enfer, quoi. Hein. Et c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes entrepreneurs, je leur pose la question, t'es prêt à souffrir combien de temps? Parce que c'est de la souffrance. Hein. Donc ma fille est née en 2004, j'étais interdit bancaire. Donc je mangeais pendant 3 ans, j'ai mangé du lait Galia. Ouais, du lait Galia ou avec ma fille. des conserves de boîtes de maïs et de thon, tu vois. Donc ça, il faut en être conscient. Et donc tout n'arrive pas simplement. Donc les 4-5 premières années, souffrance, mais maximum. C'est-à-dire que tu souffres un peu au début, et puis tu te dis, bon, ça ira mieux. Mais non, en fait, tu souffres encore plus, et puis encore plus, et puis encore plus, et puis encore plus. C'est sur le temps long, en plus. Sur le temps long, 5 ans, tu as les huissiers qui viennent chez toi, tu es convoqué Quai de Corse. Moi, j'ai été convoqué Quai de Corse, je sais pas, 5-6 fois. 5-6 fois. Quai de Corse. Quai de Corse, tribunal de commerce, pour soit prononcer la liquidation de Pro Web CE, soit le redressement judiciaire. Et à chaque fois, j'arrivais à m'en sortir, j'arrivais à gagner un peu de temps. Et une fois, je suis tombé sur un... Parce que les juges là-bas ne sont pas des juges professionnels. Oui, c'est des personnes qui travaillent dans la vie. Voilà, ils sont soit hommes d'affaires, soit salariés, etc. Et la dernière fois où vraiment, là, j'y allais pour que la prononciation de la dissolution soit actée. Et là, c'est un monsieur de, je sais pas, au moins 70 ans, je crois, un ancien homme d'affaires.
Et je lui dis, et donc là, on est fin 2004, quoi. Et donc, vraiment, là, moi, je suis interdit bancaire perso. J'ai les huissiers toutes les semaines à la maison. Et je lui dis, monsieur, je vais vous raconter une histoire. Je la fais très courte. Non, mais on ça a fait tout 4 l'heure ans. du Ça monde. fait 4 ans que je me bats pour cette histoire. Je viens de signer le CE de la Banque de France, alors que je suis interdit bancaire, moi, perso, et ProEPCE était interdit bancaire aussi à l'époque. Quand j'ai été chercher le contrat du CE de la Banque de France, rue de Radziwiłł, ma seule crainte, C'était qui check. c'était qu'ils check et qu'ils vérifient. Parce que s'ils vérifient, C'est foutu. ils vont m'annoncer, bah non, désolé, on ne peut pas signer avec vous. Et je lui dis, si ça s'était passé, là, je suis d'accord avec vous, j'étais mort, j'arrête. Mais je lui dis, monsieur, ça s'est pas passé. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont signé un chèque en papier, je leur ai demandé de me faire un chèque, c'était en 2004, et à l'époque, il y avait encore des chèques. Je leur ai dit, faites-moi, s'il vous plaît, un chèque. Ils m'ont fait un chèque marqué Banque de France. J'ai pris la photo. C'était rue de Radziwiłł et nos bureaux étaient rue Saint-Marc. C'est Et fou il y comment avait la tu te rappelles BNP. du nom de la Bah rue oui. dans des trucs comme ça. Mais Parce que là, c'est vraiment des moments mais tellement ouais, intenses. ouais. Ça s'imprègne en toi. Et j'imagine même pas le cœur avant de monter dans les Ah ouais, bureaux ouais. de la Banque de France pour aller dealer le truc. Ah quoi. ouais. Et surtout de leur demander le chèque. Ouais. Et la banque sur la place de la Bourse, entre mes bureaux et les bureaux de la Banque de France, c'était la BNP, que je devais signer, je crois, le lendemain de cet entretien avec ce monsieur. Et donc je lui dis, monsieur, j'ai pris le chèque, c'était en plus un gros montant, hein. J'ai été le déposer tout de suite à la banque, à la BNP de la place de la Bourse. Donc là, je vais pouvoir rembourser, je ne sais plus, je devais 150 000 euros aux URSSAF et 100 000 euros au Trésor public. Je vais pouvoir rembourser 15% tout de suite. Mais demain, je signe le CE de la BNP et là, je vais pouvoir re-rembourser encore 10%. Et surtout, j'ai un pipe, mais énormissime. Ça y est, on décolle. L'histoire, elle va être belle et c'est fini. Et on ne devra plus jamais rien à qui que ce personne. soit. Ouais. Et on va cartonner, monsieur. Et donc, je lui raconte cette histoire. Il m'a dit bonjour. Il m'a dit expliquez-moi. J'ai mis peut-être, je sais pas, 10 minutes à lui raconter cette histoire. Il me regarde. Il me serre la main. Il me tape sur l'épaule. Il me dit, monsieur, je vous crois. Allez-y. Au revoir. Genre vraiment envie de chialer. Et lui, par contre, je me souviens pas de son nom. Ni de son prénom. Je me souviens de son visage. Mais voilà. Ouais, en tout cas, le visage ne disparaîtra pas. Après ça, et pardon, je sors du... C'est peut-être Sacha qui va me taper sur les doigts, parce que je suis assez rigoureux sur la chronologie du format. Mais après ça, ça a changé ton rapport au fait de devoir quelque chose? Ah oui, respect total. Surtout qu'après, ça a bien marché en 2005. On a vraiment décollé, comme je lui ai dit, puis après vous connaissez la suite de l'histoire. Ouais. Et en 2005, on sort notre premier bilan et compte d'exploitation positif, notre première liasse fiscale positive. Et là, contrôle fiscal, direct. Et là, le contrôleur, très sympa, je le reçois. Ça y est, on avait des beaux bureaux à Levallois. Je le reçois, tout, très poli, très sympa. Je lui explique tout, je lui explique toutes les difficultés que j'ai eues. Et de lui-même, il me dit, mais en fait, monsieur, moi je suis très étonné par votre histoire. Parce que en fait, vous auriez pu planter votre boîte. Remettre un truc à côté. Exactement. Bah ouais, sans les dettes. C'est exactement ce qu'il me dit. Il me dit, monsieur, vous auriez pu planter votre boîte. Vous auriez pu planter vos 250 000 euros de dettes sociales et fiscales. Des collabs. Ouais, vous auriez pu planter vos actionnaires historiques. Et vous auriez pu créer une nouvelle boîte à côté dans laquelle vous auriez peut-être eu 100%. Et vous repartiez à zéro. Avec une boîte qui fonctionne. Et il me dit, monsieur, franchement, j'ai rarement vu ça. Et je vais quand même vous faire le contrôle fiscal parce que voilà, je suis missionné. Mais je voulais déjà vous dire que j'étais... il n'a pas dit impressionné, mais il m'a dit un truc. Mais en fait, à un moment, je me demandais pourquoi il me demande ça. Je me demandais, est-ce qu'il est vraiment sérieux ou est-ce qu'il est en train d'essayer de te piéger? Ou est-ce qu'il essaye de me piéger?
Et en fait, la fin du contrôle fiscal, donc 3, 4, 5 mois plus tard, c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout dans le mode de me piéger, puisqu'il vient me voir. Il me dit, monsieur, il faut quand même que je vous dise un deuxième truc que je trouve incroyable, c'est que je n'ai rien trouvé. Et donc, je vais vous faire une lettre. Parce que normalement, ils trouvent toujours quelque chose. En tout cas, d'après ce qu'il me disait, oui. Ouais. Okay. Et donc, il me dit, je vais vous faire une lettre, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette lettre, c'est une lettre de non-redressement, mais il y a un terme, un terme pour ça, un terme spécifique. Et il me dit, et j'espère que vous l'enverrez à tous vos actionnaires, pour qu'ils se rendent compte quand même de comment vous pilotez la boîte et comment vous les avez un peu sauvés et comment vous avez remboursé vos dettes, quoi. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris la lettre du contrôleur du ministère des Finances et je l'ai envoyé à tous mes actionnaires. Je leur ai dit, bon, bah voilà. Tu l'as encore ? Tableau blanc. C'était qui tes actionnaires à l'époque ? Alors, à l'époque, en 2005, j'avais que des business angels. Parce que tous les fonds, en fait, c'est là qu'on voit les fonds de venture qu'on aime beaucoup et avec qui on passe du temps, surtout avec les partenaires de ces fonds-là. Mais jusqu'en 2006, tous les fonds que j'ai été voir, tous les partenaires m'ont fait exactement le même retour. Ils m'ont dit, écoute, toi, tu as l'air plutôt pas mal, tu as l'air pas trop con, tu as l'air assez motivé. Mais par contre, ton idée là, de faire un logiciel pour les CE, c'est complètement con. Donc, trouve une bonne idée et reviens nous voir plus tard. Ça, c'était 2002-2006. Et donc, à la Tomcat, d'ailleurs, maintenant, et moi, mon rôle de business angel, c'est de faire tout l'inverse. Moi, je n'investis pas sur l'idée, j'investis sur les fondateurs et les fondatrices. Alors après, tous les fonds d'invest maintenant te disent ça. Ouais, ils ont mis 20 ans à comprendre. Et donc en 2006, là on sort notre deuxième compte d'exploitation qui là pour le coup était ultra positif avec un super bel EBITDA, une croissance énorme et on venait de faire notre première acquisition. Et donc là on a eu Alven Capital qui a toqué à la porte, Guillaume, très sympa, et on l'a fait rentrer à ce moment-là en 2006 et ensuite on a fait IPO en 2008. C'est parfait, on va accélérer dans toute cette phase de négo. Donc là, on part avec Ravel et son Bolero. Je te garantis c'est la signature, ça ? Ah non, c'est toute la phase de négo. Toute la phase de négo, ah oui. Et tout le monde t'applaudit pour ces 9 mois acharnés. Là, c'est l'orchestre philharmonique de Radio France. Donc là, on fait un bond de 10 ans en avant. 10 ans en avant ou 10 ans en arrière, puisque c'était en 2017. Ouais. Par rapport à ce qu'on était en train de... Par rapport à ce que tu étais en train de raconter, ouais. On était en 2006. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est où en est la boîte au moment où les premières possibilités de vendre se posent. Tu as évoqué Edenred qui sera le repreneur final, mais tu as aussi évoqué d'autres options possibles. Donc je veux bien comprendre, même si c'était des typologies d'acteurs différentes peut-être, et c'est toujours intéressant pour les entrepreneurs de voir qu'une boîte, elle peut intéresser des acteurs en fait très divers, pas toujours pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes valos non plus. Et donc tu nous dresses un peu le portrait de l'état de la boîte à ce moment-là, des acteurs en présence, et puis surtout de ce qui se passe dans ta tête, peut-être dans celle de tes actionnaires. Ouais. Alors, 2012, la boîte commence vraiment à être très rentable. 2012, je crois qu'on fait 3-4 millions d'EBITDA. Et moi, je suis très dilué, comme je l'ai expliqué. Et donc, je cherche des moyens de me reluer. Et là, je me fais accompagner par une autre banque d'affaires à l'époque, Moorland Partners, Steven Schweikman, très sympa, franco-américain. Et il me dit, écoute, on va t'organiser un LBO pour que tu puisses en profiter pour te reluer à ce moment-là et même faire un peu de cash-out et aussi faire un man-pack pour ton comité exécutif. Et donc moi, je trouve que c'est win-win-win, c'est la totale. Donc je dis, ok, on y va. Donc je le missionne. Et là, très vite, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a Edrip et Iris Capital qui se positionnent. Et on a le Corpo, le fonds de Corporate Venture de Edenred qui se positionne aussi.
Donc je prends les 3, on finalise le deal. Là pour le coup ça a été très vite. Là il n'y a pas eu 900 pages et 9 mois de négociation. Je crois que ça s'est fait en 3 semaines. Et là en 2012 donc, premier LBO sur une valo de 35 millions. Donc à peine 9 fois l'EBITDA, donc très bien, plus de la dette. Donc les investisseurs sont très contents. Ce qui te permet de te reluer à quelle hauteur? Je me relue à l'époque, pas beaucoup, parce que en fait, je donne la totalité, quasi la totalité de la relution en man-pack à mes 5 key people. Et donc on fait cette opération avec un business plan évidemment sur 5 ans. Sauf que dès la deuxième année, 2014, je me rends compte que en fait, le business plan de 5 ans, on va l'atteindre au bout de 3 ans. Et que donc, si on va jusqu'au bout du LBO, ça va me coûter beaucoup trop cher pour racheter Edrip et Iris Capital. Et donc, je vais les voir, je leur dis, écoutez, il va falloir qu'on trouve un deal et que vous sortiez, que moi je fasse un deuxième LBO, sinon ça risque de bloquer la croissance de la boîte. Ah, tu peux expliquer le mécanisme qui fait que si tu surperformes, c'est pas bon pour toi? Bah, c'est pas bon pour toi parce que c'est là le dilemme pour beaucoup de fondateurs en fait. C'est que des fois, tu n'es plus aligné avec tes investisseurs parce que plus tu performes, plus ça va te coûter cher de les racheter. Et donc, soit les investisseurs sont smart, sympas, et à ce moment-là, ils te font des primes de perf sur ta surperformance, et donc ils te reluent un petit peu. Soit ils acceptent de sortir plutôt que prévu. Et donc moi j'ai discuté de primes de surperf avec mes actionnaires de l'époque. Bon, ils m'ont dit non, c'est pas notre truc ça. J'ai dit bon, ok, donc il faut sortir. Et ils m'ont donné leur tarif pour sortir. Et leur tarif pour sortir, c'était 3x. Donc 3x en 2 ans et demi à peu près. Hein. Ouais, ça fait un gros TRI. Ouais. Donc ça fait un TRI de 90%. D'ailleurs, je crois que pour les deux, on est à nouveau en toute humilité, parce que vous voyez que je suis très, très humble. En toute humilité, on est la meilleure perf, je crois, de ces 2 fonds. Donc ils vont m'appeler après, mais j'ai vu les chiffres. j'ai vu les chiffres et 90% de TRI. En tout cas, il y a 2 ans, je crois qu'on était encore les meilleurs perfs des 2 fonds. Donc voilà, ils me donnent cette target. Et moi ensuite, je missionne Lincoln International pour faire ce qu'on appelle un dual track. Et le dual track, je trouve ça très bien pour les entrepreneurs, puisque ça leur permet, donc ce que tu fais chez Newman, j'imagine, régulièrement. Oui. Et donc là, l'objectif, c'est l'entrepreneur dans sa tête, il a les 2 opportunités. Soit il continue en faisant un nouveau LBO financier pur, soit il s'ouvre à des industriels pour recevoir une éventuelle offre de rachat. Et donc, on a fait ça. Et là, on a eu tous les fonds qui étaient prêts à faire le deuxième LBO. J'avais un fonds britannique extraordinaire qui venait de lever 1,5 milliard à l'époque, en 2000, ça c'était 2015. Hein, c'était 2015. En 2015, ce fonds lève 1,5 milliard en venture. Hein, donc, il n'y en avait pas beaucoup qui levaient autant. Et lui, il me dit, OK, on te fait ton LBO, et en plus, on te donne une enveloppe de 100 à 150 millions d'euros pour que tu développes l'international et que tu fasses des acquisitions et que tu internationalises ProEPCE. Donc, de quoi s'amuser. Ouais. Qu'est-ce qui va faire la différence? Que là, du coup, on est prêt à te donner les moyens. Tu peux peut-être négocier aussi un peu différemment la manière dont tu vas reprendre un peu plus de pouvoir dans l'entreprise et dans le projet. Qu'est-ce qui fait pencher ton cœur ou ton choix vers une option de rachat? Parce que les 2 se passent en parallèle. Ouais. En fait, donc j'avais quoi? J'avais 43 ans à l'époque. Et je commence à recevoir aussi les offres des industriels. Et donc, il y a plein de paramètres. Si j'avais eu 30, 35, 38, il y a plein de paramètres. Mais je pense que l'âge, c'est clairement un paramètre. Comme le savent tous les entrepreneurs,
quand tu as fait 12 ans de start-up, tu vois, tu n'as pas beaucoup vu tes enfants, tu n'as pas beaucoup vu tes copains, tu n'as pas beaucoup vu ta famille. Donc Et par quand contre, tu n'as même- qu'une vie. Et tu n'as qu'une vie, Ouais. exactement. Et donc, il y a plein de choses que tu as ratées. Tu as kiffé, hein, parce que même dans les moments, et c'est ce que je dis aux jeunes entrepreneurs, hein, les moments d'interdiction bancaire, de tout ça, les moments les plus durs sont en fait les moments dont tu es le plus fier et qui t'apportent beaucoup de sourire aux lèvres quand tu y repenses. Voilà, d'autant plus quand on est sorti. Parce D'autant que plus dans- quand on est quand sorti. tu es dedans, c'est plus Ouais. dur. Ouais. Et il y en a qui en sortent pas ou qui en Ouais. sortent mal, hein. Ouais. Donc l'âge, il a quand même un impact. Et donc je me souviens, j'étais avec mes enfants qui avaient donc 2015, ils avaient 12 et 13 ans. Et donc je les ai fait participer à l'analyse. Et je leur ai dit, alors voilà, On a- j'ai deux propositions. Soit je vends la boîte à un gros industriel, et là je vais prendre pas mal d'argent, et je vais un peu de temps et aussi. je vais prendre un peu ouais. plus de temps, puis après je pourrais faire autre chose. Soit je fais un deal avec un gros fonds anglais qui va devenir ultra majoritaire de la boîte, et il va me donner les moyens d'internationaliser la boîte et d'aller beaucoup plus loin, Mais aussi beaucoup plus à l'étranger. Beaucoup... beaucoup plus à l'étranger, etc. Et là, mon fils du tac au tac, donc, qui avait 8 ans, et qui me dit, mais papa, je comprends pas, en fait, tu vas devenir salarié. Tu vas bosser, t'as été entrepreneur toute ta vie, tu nous parles d'entrepreneuriat toute ta vie, et là tu vas devenir salarié pour un fonds, et tu vas prendre ton avion comme tu faisais à l'époque quand tu bossais pour une boîte américaine à 22 ans. Traduction, la honte, papa. Ouais, il l'a pas dit comme ça, mais il dit Ah, mais c'est ça pas te toi. ressemble pas. Il Ouais, dit voilà, voilà. c'est pas toi. Il dit c'est pas toi. Et là je le regarde, je dis bah ouais, t'as raison, c'est pas con. Et donc ça a participé à ma décision, ça. Et donc après j'ai dit ok, on y va, c'est le moment. C'est le plus grand, le plus petit, 8 ans Ou le plus À ce grand, moment-là, il le a plus un grand. an, il a 1 an et demi de plus que ma fille. Et donc je me dis ouais, c'est peut-être le moment. Après il y a eu d'autres raisons qui ont fait que. Mais une autre raison aussi hyper importante, et on en parlait tout à l'heure avant de démarrer le podcast, c'est que Edenred, je les connaissais depuis 2012. Donc ça faisait 3 ans que je les connaissais. Et en fait, j'ai appris à les connaître, tout le COMEX France, tout le COMEX Monde. J'ai appris à connaître leurs concurrents aussi, qui étaient intéressés par ProFCE. Et en fait, il y a eu un match assez fort avec le top management Monde et France de Edenred. Et je me suis dit, parce que quand même, j'ai passé 17 ans, ou à l'époque 15 ans, à créer une boîte. À l'époque, on devait faire 30 millions d'ARR, 100 millions d'e-commerce. 300, 400 salariés, parce qu'après on a beaucoup grandi 2015-2017. Hein. Je me suis dit, moi je veux pas être cet entrepreneur qui vend et ensuite la boîte elle s'écroule. Mhm. Je veux surtout pas ça. Ah, il faut un groupe derrière Il qui est faut un capable de groupe le derrière. déployer. Et j'ai pris confiance dans ce groupe, j'ai pris confiance dans les équipes d'Edenred, et je me suis dit, avec eux, le taux de chance que l'intégration fonctionne et que ProFCE existe 10 ans minimum après que j'ai vendu, et que ProFCE soit encore peut-être même plus successful que quand je pilotais ProFCE, le taux de chance est assez élevé. Donc en 2015, tu avais déjà envie que ça soit eux. Ouais, parce qu'en fait, en 2015, c'est là que j'ai pris la décision de ne pas faire un deuxième LBO Mhm. et de signer en fait ce qu'on appelle un LBO, et on l'a un peu créé ensemble, ce qu'on appelle un LBO industriel avec eux, Mhm. où en fait, le financier, c'était eux. C'est eux qui ont racheté Edrip et Iris Capital. C'est eux qui ont fait un manpack, qui nous ont fait un manpack. Ils étaient à notre board, Donc tu t'es relevé grâce à eux sur la surperformance. voilà. Et ils étaient à notre board. Ils nous laissaient indépendants, mais ils avaient des calls pour racheter mes actions sur 3 ans. Alors moi, du coup, pourquoi la négo, une fois que tu arrives en 2017 et que... Alors là, peut-être que je saute 1 ou 2 étapes, mais pourquoi la négo, elle a duré 9 mois alors ? Parce que vous vous connaissez hyper bien, vous avez déjà balisé certaines choses et vous avez déjà des projets communs. Ouais, parce que en fait, je me suis trompé sur la date. Ces 900 pages là, c'était pas 2017, c'était 2015. D'accord. Ah. En fait, effectivement, tout était acté en 2015, et ensuite, eux ont exercé les calls pour me racheter mes parts en 2016, 2017 et le dernier call en 2018. D'accord.
Donc en fait, D'accord, donc ces Donc fameux le 2 jours, signature, c'est 2015. Ouais, 2015. Et je suis sorti en avril 2018. Qu'est-ce qui fait... Alors, t'as évoqué leurs concurrents. Il y avait d'autres acheteurs potentiels. Ils faisaient quoi, ces autres acheteurs? Ouais, C'était tous le même marché? Ouais, c'était pareil. Il y en avait dans le secteur du logiciel, mais aussi dans le secteur de ce qu'on appelle les solutions de prépaiement. Donc il y en a 4 principalement en France. Il y a Sodexo, il y a à l'époque Chèque Déjeuner qui maintenant s'appelle Up et une filiale de Natixis. Donc tu vas faire un certain nombre de rendez-vous. Désolé, j'accélère, on a une demi-heure. Mais tu vas faire un certain nombre de rendez-vous où tu vas rencontrer à peu près, j'imagine, tous ces acheteurs potentiels. Il y a des rendez-vous, tu dis eux, clairement non. Et pas forcément pour une question de montant, encore une fois, c'est pas le seul sujet. Et à la fin, peut-être 2-3 quand même potentiels avec qui tu vas continuer d'avancer les négos ou très rapidement, c'est Edenred tout de suite. Ouais, non, j'ai fait beaucoup de déjeuners, beaucoup de dîners, beaucoup de petits déjeuners. Et non, ça a été très vite sur le choix de Edenred sur la partie industrielle et le choix d'un fonds sur la partie LBO. Il y a des rendez-vous un peu stratosphériques dans tous ces rendez-vous-là qui méritent quand même d'être partagés pour des entrepreneurs qui vont être amenés à rencontrer pas mal de repreneurs potentiels pour voir toutes les situations qui peuvent advenir dans ces moments-là. Là, je vois que oui, que la réponse est oui, et il se demande s'il peut partager. Alors, je vais répondre à ta place. Tu peux partager. Est-ce qu'il y a prescription? Alors, il y a évidemment 2015, prescription, mais par contre, 2015-2025, il y a 10 ans. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas donner de nom. Ah oui, voilà. Non, mais en plus, c'est vraiment très drôle. En fait, je vais pas dire avec lequel des deux c'était. Ouais. Si c'était l'industriel ou le fonds. Parfait. Donc à un moment, on a cette discussion parce que comme je vous l'ai dit, Edrip et Iris voulaient ce 3X, donc cette valo de 100 millions. À l'époque, en 2015, 100 millions, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, pareil, Sacha, comme tu le sais, hein, des exits à 100 millions, aujourd'hui, il n'y en a toujours pas beaucoup. Hein. Non. Et, surtout pas en France. Voilà. Et donc, un de ces deux acteurs me dit, bon, je veux bien tenter quand même de monter à 100. Parce que eux, au départ, s'étaient positionnés, les deux à peu près étaient au même niveau. Ils s'étaient positionnés à 20-25% en dessous quand même. Hein. Okay. Donc le chemin était quand même un peu pentu. Mais en même temps, on performait tellement que sur la période de 9 mois de négo, ça prenait de la valeur. Ça prenait tellement de valeur que... Et donc, un de ces deux-là, à un moment, il me dit non, mais il faut que tu nous trouves une solution pour dérisquer. Pour dérisquer. Tu vois, si on passe de 80 à 100 millions, il faut que tu nous trouves une solution pour nous dérisquer un peu, quoi. Donc, j'imagine qu'il voulait que ça soit en liquide, en préf ou qu'il y ait un give back si j'obtenais pas, si le business plan n'arrivait pas comme prévu. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'avais vu 2 minutes avant le rendez-vous, j'avais vu que cette chanteuse, Samantha Fox, s'était fait assurer ses seins. Et donc, je lui dis, bah écoute, mais achète-toi une assurance. On peut acheter de l'assurance sur tout. Regarde, même Samantha Fox vient de se faire assurer ses seins. Donc, demande une police d'assurance à ton assureur. Et là, tout pouvait arriver. Ouais. Tout pouvait arriver parce que là, soit il pouvait le prendre très mal et se lever et partir. Et heureusement, il a rigolé. Assure tes coronesses, quoi, à un moment. Et heureusement, il a rigolé. Et après, ça s'est très bien passé. Dans toute cette phase de négo, parce que sur les 9 mois, tu as évoqué les sujets de dernière minute, sur un ou deux sujets d'ailleurs dont tu n'as même plus le thème en tête, mais il y a des points de discussion spécifiques qui ont été particulièrement soit douloureux, soit juste complexes à gérer. Est-ce qu'il y a eu des deal breakers? Le deal breaker, non. À part la valo,
À part la Valo, sur les 900 pages, il y a toujours les sujets où on prend un risque sur ce que tu connais parfaitement, les bad liver, good liver, où c'est vrai que les avocats, tout de suite, ils te font peur. Et je crois que sur les 900 pages, il y avait peut-être 100 pages sur les good liver, bad liver. Ouais, quand ça fait 15 ans que tu es dans ta boîte, ça fait mal. C'est exactement ce qu'un des avocats, je crois que c'était la mienne, qui a dit bon, écoutez, Patrice, c'est bon, vous avez vu, il déconne pas quand même. Ça fait 15 ans, Bien n'ayez sûr. pas peur. Il a remboursé l'URSSAF. Voilà, sans planter sa boîte. Voilà. Mais Ouais, je ouais. crois, il y a eu des sujets, là-dessus. Ouais. Autant de pages là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'ils imaginent toutes les options possibles qui font que tu pourrais être considéré. T'en as qui te reviennent ou sur lesquels tu as dit non, mais alors ça, c'est hors de question. Ouais. C'est pour ça que ça a pris du temps, ça. Ouais, parce que. Mais t'as l'exemple précis en tête, Non, non? je l'ai plus en tête, mais je sais que ça, c'était très très long. Et c'est normal. C'est normal. Une boîte qui investit Autant d'argent, bien sûr, c'est normal qu'elle se protège avec du good et du bad, quoi. Ouais. Mais je crois qu'il y avait des trucs, par exemple, évidemment, au début, ils mettent tout. Donc, genre, si j'ai un problème et que je suis en incapacité de travail pendant 3 mois, Bad liver, voilà, good liver, ils peuvent me sortir. Ouais. Donc, ce genre de choses, évidemment, on le négocie, quoi. Ouais. Et à un moment donné, t'as claqué la porte, les discussions sont arrêtées, il y a eu des sujets... Parce que 9 mois, c'est long, on peut pas imaginer que... Honnêtement, ils vont, s'ils écoutent, je sais pas ce qu'ils vont en penser, mes amis de Rothschild et de Harris, mais il y a une seule fois dans toute ma vie où j'ai raccroché au nez à quelqu'un, et c'était à eux deux. C'était dans la négo avec eux deux, pour arriver aux 100 millions de Valo de leur exit à eux. Avec Edenred, non, on n'est jamais arrivé à ce point-là. Avec eux, oui, parce que, en fait, je sentais que si je n'arrivais pas à ce moment de clash, ils allaient continuer à monter la Valo. Et là, je leur ai dit, les mecs, c'est fini. Je discuterai plus une seule fois avec vous sur quoi que ce soit. Maintenant, c'est vous acceptez ce montant-là, qui est déjà une perf 90% de TRI exceptionnelle pour vous. Donc, me demandez pas plus et demandez pas plus à mes salariés. Et c'est compliqué quand c'est pas le banquier, mais que c'est toi qui fais ça. C'est un peu... surtout qu'on avait une relation extraordinaire. Moi, d'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux. Évidemment, un fonds d'investissement et un partenaire de fonds, quand il est à ton board et que tout se passe bien, comme c'était le cas pour nous, évidemment, les relations, elles sont sympas. On boit du champagne, on se fait des cadeaux, on regarde évidemment les prêts, mais tout se passe bien. Donc, on avait des super relations. Donc, ça a été très dur pour moi de faire ça. D'ailleurs, c'est la seule fois de ma vie que je me suis emporté comme ça. Mais en le faisant, ça a marché. Parce que le lendemain, ils m'ont rappelé en disant bon, ok, c'est bon, on te donne le mandat d'aller négocier pour ça. Ouais, parce qu'ils ont vu que quelqu'un de raisonnable comme toi, à un moment donné, peut-être ça avait été trop loin, quoi. Ouais. Mais c'était quoi ton pouvoir réellement de négo là-dessus? J'avais pas de pouvoir parce que. Tu fais quoi? Ils te disent. T'as raison, eux ils disent non, alors on va jusqu'au bout. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont été aussi sympas, c'est pour ça que j'ai dit. Ouais. Ils ont aussi été sympas, quoi, relativement sympas, parce que le sympa c'est quand même 90% de TRI. Mais ils ont quand même été sympas et smart, surtout smart de dire bon, voilà, il faut qu'on lâche l'affaire et qu'on laisse décoller vers d'autres cieux. Je propose qu'on passe à la suite. Alors du coup, j'essaie de recaler ça dans le timing. Donc 2015, tu signes. Il va du coup se passer 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Où là, on reste opérationnel indépendant avec Edenred comme notre financier de ce deuxième LBO. Et attends, on est bien d'accord que 2018, c'est le jour où tu pars définitivement de ProFCE? Non, 2018, c'est le jour où je donne 100%, où je remets mes dernières actions de ProFCE en contrepartie, etc. Mais ensuite, je reste encore 1 an et demi au COMEX Monde de Edenred. Ok. Alors, c'est bien, j'ai l'histoire. En tout cas, le jour où tu signes en 2015, c'est déjà un moment plus chez toi. Le lendemain, tu arrives chez ton repreneur, donc Edenred, et toute cette phase où tu es encore un peu chez toi, mais plus totalement, officiellement, tu as décidé de nous la raconter avec Swedish House Mafia. J'espère que c'est la bonne, parce que je t'ai pas checké. Ouais, don't you worry, child. Ouais, et ben on écoute. Oui. Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005 har suttit som
Donc là, c'est 3 ans, 4 ans de fête. Non, Non. pas encore. Mais on se détend. Mais ça, c'est une chanson que j'écoutais beaucoup avec ma fille. On l'a chantait toujours ensemble parce qu'elle chante très bien. Elle n'a pas pris ma voix. Et en fait, pourquoi Don't You Worry Child ? Parce que déjà, pour ma fille, mais aussi parce que, comme tu l'as dit, la décision, ça y est, elle est prise, donc je sais que dans 3 ans, ça sera fini. Et donc, Don't You Worry Child aussi pour moi, quoi. Don't You Worry Child à elle, ma fille, c'est moi. Don't You Worry Child... Oui, t'as dérisqué ta vie, celle voilà, de tes enfants. Vous êtes dérisqués, Ouais. bien que vous allez faire votre vie quand même. Ouais. On en sans parlera papa. peut-être après si on a le temps. Mais Ouais, avec papa, mais sans papa financièrement, potentiellement. Et moi, Don't You Worry Child, mon enfant, je vais faire autre chose après. Ouais. Je vais me réinventer. Donc c'est pour ça que je trouve qu'elle est très à propos. Bon, là tu viens de tirer 2 fils sur lesquels ouais. j'irai bien après. Après, ouais. Ouais. Comment ça se passe avec Edenred en fait, une fois que ça y est, vous avez signé. Finalement, Elle est belle, hein. On met le feu. Yeah. Pardon, excuse-moi Sacha, je vais te Tu aimes, demander ça, de là, ça, reprendre. Ouais. C'est ta préférée. Je vais sais où te j'en suis. demander de reprendre là. ton fils t'avait dit tu vas pas devenir employé, tu vas pas devenir salarié. Malgré tout, tu signes avec un industriel. C'est plus la même chose, c'est plus complètement la même chose. Comment tu passes de sa signature au jour d'après? Ouais, c'est là que Edenred a été très très smart en fait, et c'est pour ça que le deal, je l'ai signé avec eux et que ça s'est bien passé. C'est qu'en fait, ils nous ont laissé et ils m'ont laissé totalement indépendant. C'est-à-dire qu'on a gardé nos bureaux. Moi, j'étais pas, on n'a pas déménagé dans leur bureau, donc on est resté indépendant avec un investisseur sous forme d'un nouvel LBO, mais qui allait se déboucler par la vente de ProFCE. Donc en fait, ils nous ont non seulement laissé totalement indépendants opérationnellement, mais en plus, on a construit des synergies business avec eux, qui nous ont permis d'accélérer encore plus. Et t'ont permis de faire d'incentiver, de faire monter aussi La valeur de la boîte. et plusieurs personnes aussi. Tu disais que tu avais 5 key people que tu avais réussi aussi Voilà, et en plus, il y a eu le réincentiver. succession plan. En plus, ça nous a permis pendant ces 3 ans de mettre en place déjà d'apprendre à se connaître bien, de créer des synergies business. Et de prévoir la avec suite. le groupe et de prévoir le succession plan et la suite. Et donc ça C'est s'est super smart. bien passé. Moi, je me suis senti totalement chez moi pendant ces 3 ans. Je me suis pas du tout senti salarié, effectivement. Je me suis senti chez moi. On a continué à piloter la boîte comme on l'a toujours fait. Et ça s'est super bien passé puisqu'on est passé, je sais plus, quand on est en 2015, on devait être à 14-15 millions d'EBITDA, et quand on a vendu, on était à 23 millions d'EBITDA. Donc on a fait 8 millions ou 9 millions d'EBITDA pendant cette période de 2 ans et demi là. En partie grâce aux synergies avec eux. Et donc, quand j'ai vendu et que j'ai donné les clés définitivement là, de ProFCE, c'est là que j'ai basculé. J'ai laissé la place à Jérémy, que j'avais embauché en 2003, donc quasiment 15 ans avant. C'est lui qui est devenu patron de ProFCE au sein de Edenred cette fois-ci, en tant que salarié Edenred. Et moi, j'ai basculé sur un programme d'une année qui finalement a fait 1 année et demie au Comex Monde de Edenred, où ça a été aussi super intéressant. C'est marrant parce qu'au fil des épisodes, et heureusement ça se passe pas toujours mal, mais la phase d'après, c'est souvent compliqué l'intégration pour plein de raisons, Ouais. des fois purement émotionnelles, des fois c'est des sujets d'ego Souvent. aussi, d'un côté ou de l'autre. Mais j'ai l'impression que le point commun de toutes celles qu'on a entendues qui ont fonctionné, le premier point c'est on casse pas le joujou qu'on a acheté, donc on le laisse continuer de se développer. Ça c'est le premier point. Ce qu'on entend moins souvent, c'est des vraies synergies qui sont mises en place. Je sais pas ce que t'en penses, Sacha. Et la réflexion que je me faisais, c'est est-ce que les synergies sont pas vraiment mises en place parce qu'en fait c'est un truc de séduction pour s'embarquer, ou est-ce que c'est plus tu mets en place des synergies, plus le bébé vaut cher sur ce qui reste à payer à la fin. Ouais, il y a de ça. Voilà. Je te confirme, il y a de ça. Mais là, ils ont été très cool, en fait. Et c'est pour ça, en fait,
Dans le business, c'est comme dans la vie. Dans le business, c'est comme dans la vie perso. Si on veut que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une forme de confiance et de lâcher prise. Et c'est quand on essaie au contraire de tout vouloir contrôler et d'avoir peur de ce que va me faire l'autre que ça ne fonctionne pas. Et là, franchement, moi qui suis hyper positif, hyper optimiste, évidemment que j'imaginais, j'avais aucun doute que ça se passerait bien avec Edenred. Mais ça s'est passé même encore mieux que je l'imaginais. Donc je peux pas raconter d'histoire où il y a eu des problématiques, où ça s'est mal passé. En fait, tout a bien fonctionné. Comme tu le dis, évidemment, sur les synergies, ça n'a pas été aussi fou qu'on l'imaginait, mais je peux comprendre parce que déjà, eux, de leur côté, les équipes sont sous l'eau. Ils ont leur business, ils sont en réunion, ils sont sous l'eau, etc. Donc, c'est normal. Et puis ensuite, il y a le sujet que tu évoques. C'est clair que quand tu payes 15 fois les bidas, tu sais que si tu apportes 1 euro d'EBITDA à ta cible, ça va te coûter 15. Quoi. mais voilà, donc non, ça a été vraiment une super histoire. Et d'ailleurs, ProWeb continue à cartonner au sein du groupe Edenred. La quasi-totalité des salariés y sont toujours. Il y a eu de la croissance. L'EBITDA est supérieur à quand j'ai vendu. Et ça me rend fait plaisir, très très fier. Ouais, justement ce que j'allais te demander, parce que tu pourrais t'en foutre, tu pourrais te dire bon, c'est plus mon sujet. Toi, pour toi, c'est important de savoir que ça marche bien encore aujourd'hui. Ça me rend très fier parce que c'est quand même un bébé, quoi. Moi, c'était mon 3e bébé, donc t'as pas envie que ton bébé il disparaisse, quoi. Donc il y a déjà ça. Après, il y a tous les salariés sur place qui s'éclatent et j'en côtoie encore régulièrement. Et puis ensuite, il y a la relation avec Edenred, où on est toujours très proche d'Edenred, puisque Edenred continue de nous faire confiance. Ils ont mis un ticket assez important dans Tomcat Venture 1. Là, on est en train de lever Tomcat Venture 2. Mais tu vas trop vite. Oui, je fais la conclusion de tout ce beau partenariat avec Edenred. Il est déjà 16h20. On switch dans 1 minute 30 top chrono. Okay. J'ai deux sujets. Est-ce que malgré tout, et tu l'as dit, ça s'est extrêmement bien passé au-delà de tes espérances, est-ce qu'il y a quand même des moments où tu te dis, c'est pas je regrette, parce que généralement on regrette pas un choix, c'est un choix, mais des moments où tu te dis, ah oui, c'est aussi ça de vendre sa boîte pour un entrepreneur, et c'est accepter des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait pareil ou pas accepté autrement. Et ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est ton dernier jour où tu vas là officiellement. Je serais bien allé quand même sur l'aventure Comex, Monde. Je trouve intéressant parce que c'est encore un autre univers. Et donc, et la dernière question, et après je me tais, mais c'est ce dernier jour où tu vas quitter ProWeb, les bureaux, les machins, la pensée qui te traverse à ce moment-là. Alors, sur le premier sujet, le regret, les seuls moments où j'ai un tout petit peu de regret, c'est quand je bouge dans Paris ou je vais à l'aéroport, parce que c'est très bête, mais on avait 10 000 clients B2B, on avait toutes les sociétés du CAC 40, toutes les sociétés du SBF 120 comme clients, et donc à chaque fois que tu te balades dans Paris ou à la Défense, que tu vois les logos, c'est mes clients. Donc on avait construit une boîte mais extraordinaire en termes de présence, en termes de part de marché, en termes de rentabilité. Et je me dis, c'est vrai qu'une boîte qui cartonnait, qui fonctionnait autant, de refaire un tel, et je le vois dans toutes les startups dans lesquelles j'investis depuis 15 ans et dans lesquelles les fonds dans lesquels je suis LP investissent, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça. Donc je me dis d'avoir laissé tomber ça, d'avoir lâché ça, bon, c'est un peu difficile, mais bon, à nouveau. Tu l'as dit, 43 ans, c'était peut-être aussi le moment. Et puis bon, j'étais trop dilué, donc bon, bref. Donc voilà. Ensuite, deuxième question. Le souvenir, alors c'est pas mon dernier jour, mais comme je vous l'ai dit avant d'arriver, on a fêté, on faisait beaucoup de fêtes, oui, on était un peu des pros de la fête à ProFCE, des pros de la fête. Attends, à ProFCE. Tu vas me parler d'Ibiza ? Ouais. Ah, on finit là-dessus alors. Ok, on finira sur Ibiza. On finira sur Ibiza. Et donc, alors ta troisième question, c'était le Comex. Ouais. Non, mais le Comex, c'était super parce qu'en fait, moi, ça me rappelait mon tout premier job. J'ai eu la chance, quand j'ai terminé Babson et l'ESSEC à 20 ans, 21 ans, de me faire embaucher par un grand groupe américain de 20 000 personnes. Et ils m'ont fait le management programme à l'américaine où pendant 6 mois,
dans ce groupe de 20 000 personnes, j'avais 21 ans, j'ai passé 2-3 semaines dans tous les départements de la boîte, quoi. Et dont, à la fin, mon bureau qui était dans l'Empire State Building à New York à 21 ans, quoi. Wow. Et ensuite, j'ai quitté ça pour faire ma start-up et me retrouver à manger des boîtes de, des boîtes de conserve de thon maïs et de maïs. et de thon. Et là, chez Edenred, j'ai revécu 22 ans plus tard, le grand groupe, avec plein de gens brillants, plein de projets, etc. 40 pays, donc c'était super, super excitant et super sympa, et j'ai adoré ce moment-là aussi. Et une dernière question avant la suite. Est-ce que tu peux encore manger du maïs et du thon ensemble? Ouais. On s'y habitue. Hein. Non, le seul Allez. truc que je pouvais pas, c'est qu'après, je terminais par un demi-pot d'Agendas. Et ça, je peux plus le manger. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'était le luxe. Hein. C'est pas possible tant de dispendieux comme ça. On va parler de la nouvelle vie avec notamment Tomcat, et on part avec Kenny Loggins, Danger Zone. C'est bien ça, hein? Ouais, Ouais, Top ouais. Gun. Ouais, Tomcat, Top Gun. C'était bien celle-là, hein? C'est celle-là. Ouais, il y en a beaucoup de belles chansons dans Top Gun. Super film. Top Gun 1. Metal under tension, begging you to touch and go. Highway to the danger zone. Riding through the danger zone. Heading in the twilight, spreading out her wings tonight. She got you jumping off the deck, shoving in the overdrive. À l'américaine. Là, on est en 2019. Ouais, Covid. Et là, je me souviens, on se voit. Et tu me parles de ton projet. Tu me parles de comment tu vas révolutionner le monde de l'investissement et faire de l'entrepreneuriat en venture. Et là, tu viens de nous raconter, mais là, je t'avoue, je me souviens de cette époque, je suis un peu jaloux. Je me dis, merde, putain, pourquoi j'ai pas fait ça? Ah, viens, rejoins-nous. T'as fait J'ai monté- autrement j'ai avec monté une ma- vision j'ai monté très ma barque entre-temps, entrepreneuriale sur... mais je trouvais ça génial. Ouais, parce que toi aussi, tu démarrais sur Newman. Toi, tu Ouais, démarrais exactement, 2018. quand ? Ouais, donc un Ouais. an après. Ouais, j'avais Donc- déjà embarqué une équipe d'associés. Yes. Donc ouais, non, effectivement, donc 2019, je quitte le groupe et Covid, et là j'écris mon bouquin. Que j'écris Super quasiment en 3 semaines. Ouais, super titre. Ouais, il faudra que dans la Je te nouvelle dis version, ça je vais le pour changer. charrier parce que tu me disais j'aime pas trop le titre. Ouais, il est pas terrible. Mais le bouquin est superbe. c'est le plus important. Voilà. Et donc il y a 300 pages, vous allez voir, et on en a vendu beaucoup d'ailleurs. Et pendant que j'écris, c'est là que je trouve comment je vais me réinventer, parce que j'avais 45-46 ans, et donc évidemment, je n'allais pas passer tout mon temps à la plage et à la montagne. Hein. Attends, juste là tu vas vite, mais tu es en train de me dire que contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, cette phase d'après, c'est pas le grand vide. Bah justement, je le savais. Heureusement qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu ça et qui en parlent. Mais je savais que ça pouvait, surtout 17 ans d'histoire comme ça, je savais que ça pouvait être le grand vide. Alors, comment je l'ai traité, moi ? Je l'ai traité comme un sportif, comme Rocky, en amont, en me préparant en amont, quoi. Donc, plein de trucs, évidemment, pour se préparer. On n'a pas le temps d'en parler là. Si. Mais un des sujets, déjà, c'était le deal avec Edenred de me donner comme ça 3 ans, plus après 1 an et demi, pour me détacher petit à petit. Le deuxième sujet, c'était évidemment de trouver comment me réinventer. Et le troisième sujet, des nouvelles passions. Donc, comment me réinventer ? Quand j'ai écrit mon bouquin, et très vite, ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit, ok, je suis entrepreneur né. C'est moi, c'est toute ma vie, c'est entrepreneur. Et sportif, mais entrepreneur. Et depuis 10 ans, j'investis en tant que business angel. Et depuis 5 ans, je mets des tickets dans des dizaines de fonds de venture en France. Et je vois plein de failles. Et donc, C'est quoi, sur le modèle, sur le modèle, l'approche, sur l'accompagnement? surtout.
je vois des failles, c'est-à-dire que les failles en tant que business angel ou fonds de venture, c'est la même chose. Tu vas beaucoup trop vite pour prendre ta décision d'investir ou pas. C'est-à-dire tu vois les jeunes entrepreneurs 2 fois, voire 3 fois grand max, donc en fait tu les connais pas du tout. Donc c'est là que j'ai l'idée de démarrer par un accélérateur, où là je me dis, attends, Je vais les observer de près. et travailler en et action, les aider en ouais. action pendant 6 mois. Et c'est là que je décide de récupérer notre immeuble à Levallois, qui était notre siège social de ProFCE. Et après le Covid, Edenred a rapatrié toutes les équipes de ProFCE dans leur siège social à Malakoff, Montrouge. Moi, je récupère ce bâtiment, on a 1500 mètres carrés, et je dis à ma... Tu as la place d'accélérer. Voilà, là je dis, on peut accélérer une vingtaine de startups en parallèle. Donc ça, c'est la première faille que je vois. La deuxième faille que je vois, c'est que le modèle probabiliste du venture, qui est un modèle anglo-saxon, fonctionne plutôt bien aux États-Unis. Mais il fonctionne aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il y a 2 phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a 50 000 startups qui se créent par an avec des entrepreneurs quand même high level, ambitieux, leadership, salesmanship, prise de risque maximum, etc. Donc il y a une taille de marché énorme. Et il y a un deuxième phénomène aux US, c'est qu'il y a beaucoup d'exits. Donc il y a de l'exit industriel, il y a de l'exit IPO, il y a de l'exit PI, etc. En France, c'est tout l'inverse. On a très peu d'entrepreneurs, donc on a un marché petit, et ça se confirme de plus en plus. Moi, je pensais il y a 10 ans qu'il y allait avoir un raz-de-marée, qu'il allait avoir aussi des dizaines de milliers de startups qui allaient se créer avec des entrepreneurs high level. Mais en fait, ce n'est pas beaucoup le cas. Et deuxièmement, on a très peu d'exits. Et les peu d'exits qu'on a font qu'on est sur une moyenne d'exits très basse. Mais la moyenne d'exit, le rapport à Volta, ça fait 10 ans qu'il sort, on le connaît par cœur. Il y a 10 ans, l'exit moyenne en France, c'était 15 millions d'euros. Moi, qui à nouveau suis très optimiste, il y a 10 ans, je me disais, bon, c'est pas grave, dans 10 ans, ça sera 100 millions, la moyenne d'exit. Et donc, 10 ans plus tard, la moyenne des exits en France, c'est 20 millions. Ouais, et quand donc, tu rentres sur des valos à je sais pas combien... quand tu rentres sur des valos à 30 millions... tu gagnes pas d'argent. Et donc, les fonds de venture en France, ils se battent pour la dizaine de... Même pas pour trouver les 2 ou 3 exits à plus de 100 millions. Parce qu'un fonds de venture probabiliste, il doit faire des exits à plus de 100 millions pour vivre, pour réussir. Et ça n'existe pas en France, ce marché-là. Et donc, je me suis dit, on va essayer de réinventer un autre modèle de venture, calqué pour le marché français. C'est plus long de changer un marché. Donc, soit tu réadaptes le modèle, soit tu vas chercher les exits en dehors de France. Soit tu fais autre chose. Non, moi, je ne vais pas chercher les exits en dehors de France. Nous, l'idée, c'est que on va rentrer sur des niveaux de maturité où on prend des risques plus élevés au niveau de l'accélérateur. Et là, c'est en plus notre démarche de give back. Parce qu'on s'est dit avec mes associés, qui sont mes anciens camarades de ProFCE, on s'est dit, voilà, certes, on a beaucoup travaillé, mais on a eu quand même de la chance. Et tout ça a fait qu'on a fait une des plus grosses exits en France. Et cette chance-là, c'est aussi en partie mes parents qui ont accepté de financer mon départ aux États-Unis, mes études aux États-Unis, et le travail que j'ai fait aux États-Unis. Et c'est là-bas que j'ai appris tous les sujets de leadership, de vente, de prise de risque, d'ambition, qui sont des facteurs socles de l'entrepreneuriat, quoi. Et ça, on ne nous l'enseigne pas beaucoup en France. Et donc, c'est là que je me suis dit qu'il fallait qu'on transmette ça, et que donc, on allait intégrer des promotions d'une dizaine d'entrepreneurs, de start-up par promotion, et qu'on allait passer 6 mois avec les founders et la team. Généralement, ils sont une dizaine dans la team. Ils font entre 10 et 50 000 euros de MRR. Et on les accompagne pendant 6 mois, mais de manière très pragmatique. On a vraiment un format pédagogique d'une centaine d'heures où on travaille avec eux en masterclass, en one-to-one, sur tous les sujets tech, produits, modèle économique. Donc, beaucoup d'investissement en temps au départ. Beaucoup d'investissement en temps. Et à la fin de ces 6 mois, c'est là que notre fonds, qui là est un fonds AMF classique dans lequel Edenred a mis un ticket, j'ai mis de l'argent et une quarantaine d'entrepreneurs français ont mis de l'argent, et mes associés aussi. Le fonds Tomcat Venture, là, donc l'accélérateur c'est Tomcat Factory. Le fonds Tomcat Venture, ensuite, va investir dans les meilleures startups issues de l'accélérateur. Là-dessus, tu te fixes qu'on prend chaque promo les 2 meilleurs ou c'est forcément plus fin que ça? Non, et si tu en sens que les 10
sont des pépites, tu vas dans les 10. Non, c'est plus fin parce que en fait, bon, alors déjà dans les stats, 90 startups ont été accélérées par Tomcat Factory. Ouais. 19 ont reçu Ok. un investissement de Tomcat Venture. Donc les 90, c'est un taux de sélectivité d'1% à l'entrée. Hein. On reçoit 2000 decks par an et on en sélectionne 20 par an. Ok. Donc là, on est à 1% de taux de sélectivité dans l'accélérateur. Sur les 1%, ensuite. Ensuite, 20%. Donc Ouais. en fait, on investit dans 0,2%. Ouais. Et donc, ouais, c'est plus fin que ça parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on les forme sur plein de sujets, mais notamment, on les forme sur l'efficacité opérationnelle et l'efficacité en cash management. Donc moi, j'ai levé que 6 millions d'euros. Hein. Dans toute l'histoire de ProMCE, j'ai levé que 6 millions. On voit qu'il y a des startups qui lèvent des dizaines, voire des centaines de millions pour faire beaucoup moins que 23 millions d'EBITDA. Hein. Ah, Donc- pardon, hein, mais pour bien comprendre, tu avais levé que 6 millions, mais tu t'es quand même beaucoup dilué pour ces 6 millions. Parce que le pivot m'a coûté Ouais, très cher. ouais. J'avais 2 associés au démarrage aussi. Ok. Donc j'ai perdu beaucoup. Moi, en fait, Non, mais je me c'est suis des dilué tout de suite. apprentissages aussi Ouais. que Je me tu suis- et c'est partages pour ça. aujourd'hui. Ouais. Et c'est pour ça que le fameux contrôleur très sympa, c'est vrai que si j'avais suivi ce qu'il m'avait dit, j'aurais eu peut-être 60% de ma boîte. Et bon, bref. Et donc, on leur apprend plein de choses, et notamment l'efficacité opérationnelle. Et donc, on a des boîtes qui, en fait, elles sortent de la Tomcat Factory et elles sont déjà quasiment à la rentabilité. Et certaines se disent, bah attends, moi, Est-ce que je vais Ouais, est-ce que lever je vais lever Donc il y Ouais. en a qui disent non, en fait, nous, on n'a plus besoin de lever. On va faire de la dette bancaire, on va continuer à se développer. Peut-être qu'on lèvera, parce qu'en plus, les conditions de marché sont quand même assez moyennes pour les séries A. Après, il y en a d'autres qui sont chassés par des fonds anglo-saxons tout de suite. On en a eu quelques-unes. Donc là, on n'a pas le choix. Là, Mais continue. ça t'a Est-ce qu'il y en a qui t'échappent qui Alors- partent trop vite, trop fort avec Non, des fonds pour le américains moment, entre Tomcat Factory et Tomcat Venture, de mémoire sur les, non, il y en a aucune qui nous a échappé. Il y en a certaines, notamment quand les fonds anglo-saxons rentrent, où on est limité à notre prorata et on aurait aimé mettre plus. Et là, c'est des grosses négos à chaque fois qu'on connaît, etc. Et alors justement, est-ce que ça t'a fait réfléchir au modèle pour peut-être mettre un ticket d'entrée quand même pour le fait de rentrer dans la factory ou Alors ça y est, ouais, le modèle Ouais. a évolué il y a déjà 2 ans. Donc en fait, le deal pour rentrer dans la factory, hein, c'est que déjà tu dois faire partie du 1% qu'on sélectionne. Ouais. Donc là, on fait des tests. Il y a des tests que doivent remplir les fondateurs. Ils doivent rencontrer l'ensemble de mes partenaires et moi, plus nos analystes. Donc il y a un process de sélection. Une fois qu'ils sont dedans, ils reçoivent 250 000 euros. Donc là, c'est une négociation de valo au cas par cas. Hein. Et il y a du service pour equity pour rémunérer Tomcat Factory. Et les 250 000 euros, en fait, on va les chercher avec notre partenaire qui s'appelle Club Funding, qui est un crowdfunder. Oui, on avait reçu Thomas Nucci, hein. Non, pas Nucci, pas Thomas. Il y a David. David, merci. Ouais, tu as reçu, ok. Ouais, ouais. David, très sympa, avec qui on Alors s'entend pas dans très bien. Cash Out, on l'a reçu dans 40 nuances de Next, mais Ah, ouais, ok. ouais. Super ce qu'ils font. Donc ils font, ouais, superbe ce qu'il fait avec sa famille. Et donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une promo de 10 startups, avec donc parmi les, donc qui représentent 1% de taux de sélectivité. Ensuite, Donc 2,5 millions. ensuite, voilà, Ouais, ensuite on va créer on ouvre une SPV de 2,5 millions. Club Funding va proposer à ses clients investisseurs de participer à cette SPV et donc va lever ces 2,5 millions. Et ensuite, on distribue 250 KE par startup. Et ensuite, on les accélère pendant. Donc, en fait, la startup, elle a du cash, elle a des bureaux et elle a une team d'entrepreneurs vétérans qui a vécu toute l'histoire. Et donc, et c'est ça qui est vachement sympa. Et on prend beaucoup de plaisir à le faire. Ouais. C'est qu'on a un impact très fort, en fait, sur la trajectoire des boîtes. C'est très 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 bon modèle. C'est pas malgré tout, et alors, j'imagine que comme quand tu étais à la tête de ProMCE, il y a des questions auxquelles tu réponds pas exactement, mais on s'est dit que tu dirais la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, mais est-ce que des fois c'est quand même pas frustrant de pas être aux manettes des boîtes? Alors, Parce que même si Tomcat c'est en soi une aventure entrepreneuriale,
Mais là, on parle de start-up, de logiciels. T'as été dedans, t'as vu ce que tu pouvais faire et à quel point tu pouvais développer. Des fois, tu te dis, mais j'ai envie de... Ouais, alors je suis d'accord. Et ça, c'est une vraie question qu'on s'est tous posée. En fait, on y a répondu en se disant non, on n'a plus l'énergie. Parce que c'est quand même... Ouais, c'est intense. Ah ouais, mais moi je suis aujourd'hui, à 53 ans, je suis en bien meilleure forme physique qu'à 35 ans. Hein. À 35 ans, je n'avais plus pas un muscle sur moi, je marchais 100 mètres, j'étais essoufflé, c'était catastrophique. Hein. Donc non, moi je me suis dit non, j'ai pas l'énergie pour recréer une boîte opérationnelle. Surtout qu'en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas créer des petites histoires. Donc, tu sais que tu es reparti pour 10, 15, 20 ans. Mais à l'inverse, comme je le disais tout à l'heure, le karma de transmettre et d'aider les jeunes entrepreneurs français à réussir, je trouve que c'est très gratifiant, c'est très motivant, c'est une super histoire. Et ça nous permet d'avoir un impact large, en fait. Donc, on n'est pas en verticalité, on est plutôt en largeur, puisqu'on accompagne des centaines de fondateurs. Et ça, c'est vraiment super sympa. Et là, pour le coup, par contre, on se voit faire ça 10-15 ans, facilement, même peut-être plus. Bah en tout cas, le give back, pardon, j'ai give back. Le give back, c'est aussi ce que tu viens de faire là. Pour des entrepreneurs qui ne sont pas que des jeunes entrepreneurs, mais c'est un vrai sujet aussi, l'exit, et comment on s'y prépare. C'est essentiel. Un immense merci à toi. Ça fait un moment qu'on t'attendait à ce micro, et we did it. Yes, merci Patrice. Merci. C'était très inspirant. Merci. Sacha. On a Ibiza. Exactement, mais il est dans ah ouais. Ouais. On finit avec Ibiza, donc la grosse stuff, avec toute la team. Yes. En 2 mots, tu racontes ce qui se passe à Ibiza. Donc ça, c'est... Ah, tu l'as trouvé finalement. Ah oui. Bon, ça, c'était pas ça l'Ibiza, mais c'est Ibiza, ça c'est Ibiza 2025. Ça a commencé dans l'avion ? Ça a commencé dans l'avion, ouais. Absolument. On a donc avril 2018, on fait notre séminaire. On faisait des séminaires tous les ans extraordinaires. Celui-là, ça a été vraiment le top du top. Et donc, on était quasiment tous les 500 salariés de ProEPCE. Je les ai emmenés à Ibiza pour 3 jours. On a privatisé Ushuaia, l'hôtel Ushuaia. Soirée à Ushuaia. Le lendemain, Pacha. On a fait la plage Blue Marlin. T'as privatisé l'hôtel et du coup... on était 500. Donc et la soirée quand même ouverte à tout le monde. Non, la soirée, on l'avait privatisée jusqu'à de mémoire 1h du matin. Et après, ça s'est ouvert. Après, c'est pas mal aussi d'ouvrir. Oui, ça rajoute de l'ambiance. Et c'est là, bon là évidemment on s'est tous éclatés. Et c'est là que j'ai fait mes adieux. Même si je suis resté, parce que c'était le jour où je suis officiellement passé au COMEX et j'ai donné la main à Jérémy. Et donc, comme tout séminaire qu'on a toujours fait, il y a la partie festive, mais il y a la partie où on fait les decks, les présentations, les slides et on bosse, quoi. Et donc, dans cette partie-là, on a présenté l'après-Patrice, on a présenté l'intégration totale avec Edenred. Et c'était mon dernier discours et mes adieux à l'équipe. Et après, on a terminé le dernier soir au Pacha et et Lio aussi d'ailleurs, on a fait Lio. Et on a fait c'était tellement intense que j'en ai perdu ma voix. C'est la première fois de ma vie, j'ai perdu ma voix et je crois que j'ai mis 36 heures. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas dire au taxi de m'emmener à l'aéroport. J'ai dû lui écrire. I want to go back home. Merci beaucoup, Patrice. On aurait pu tirer tellement de fils encore, mais on fait déjà du long format. Et il faudra te faire revenir. Je suis sûr qu'on a des questions que tu n'auras pas traitées dans le livre et qui mériteront un tome 2. Okay. Itinéraire d'un entrepreneur récidiviste. Merci beaucoup. Yes. Et merci à vous d'être là toujours jusqu'au bout des épisodes.